Les big data, ça désigne en fait cet ensemble de données qui deviennent tellement volumineuses qu'on n'arrive plus à les traiter avec des outils classiques. Donc ça demande d'avoir une autre compréhension de ces données, mais ça permet aussi de nouvelles utilisations qu'on va arriver à aborder pendant cette table ronde de 45 minutes. Et autour de moi se trouvent 5 intervenants. Je vais demander à M. Mazonti de se présenter pour commencer, et on abordera ensuite les autres invités. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Pierre-Arnaud Mazonti, je suis directeur national du fichier AMEPI. Alors, qu'est-ce que le fichier AMEPI? C'est un fichier de partage de mandats exclusifs entre professionnels de l'immobilier. Ce fichier AMEPI comporte 2 bases de données, une base des biens à vendre et depuis peu une base des biens vendus, parce qu'évidemment ces mandats exclusifs se vendent entre agents immobiliers, sont vendus et donc nous avons depuis peu une base de données nouvelle qui est la base des données des biens vendus, et on évoquera sans doute aussi la façon d'utiliser cette base et les enjeux pour les professionnels de l'immobilier. Voilà. Antoine. Oui, bonjour à tous. Antoine Crière, je suis fondateur d'Ubiflow et de Podbox. Ubiflow est un acteur français de multidiffusion d'annonces sur Internet, donc les annonces de biens à vendre, qui soient des biens d'immobilier ancien, neuf, immobilier d'entreprise ou autres, et dans le but d'augmenter la présence des professionnels de l'immobilier sur le net et de leur permettre de vendre plus rapidement leurs biens. Alors, notre technologie repose en fait sur la possibilité de capter directement les annonces au moment où elles sont saisies dans les outils de l'agent immobilier ou du promoteur, et de les envoyer de façon très efficiente sur l'ensemble des portails du marché. Donc, nous sommes compatibles avec l'ensemble des logiciels utilisés par les professionnels, à peu près 200 logiciels différents et 300 portails. Et nous traitons la donnée pour qu'elle soit à chaque fois, grâce à un référentiel de données de l'ensemble des annonces immobilières. On connaît absolument toute la façon de chaque portail d'écrire ces annonces, et donc on traite la donnée pour afficher toujours de la meilleure façon les données sur Internet. Et donc ça, c'est de la multidiffusion, et on va faire absolument le chemin inverse pour tous les contacts entrants. Suite à cette multidiffusion, on va avoir beaucoup de contacts qui vont arriver de plein de sources différentes, et là au contraire on va faire un entonnoir pour retraiter la donnée et la mettre exactement pareil en un seul endroit et la réinjecter dans le logiciel du client. Alors toute cette technologie qui est déployée pour faire tout ça nous a conduit à développer des nouvelles façons de gérer les données, et déposer un brevet et de créer une société qui s'appelle Podbox, et qui est une société qui n'a rien à voir avec l'immobilier en particulier, qui est une société qui synchronise les données entre applications cloud. Et voilà, donc je suis plutôt le technicien de l'étape. Et puis pour reprendre une petite boutade sur la big data, j'ai lu quelque part que la big data c'était comme le sexe chez les adolescents. Tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est et comment ça fonctionne. Tout le monde croit que les autres le font, mais donc tout le monde dit qu'il le fait. Bonjour à tous. Christine Rady-Boissieu du Conseil supérieur du notariat. Donc les notaires gèrent depuis une vingtaine d'années une base de données des mutations immobilières pour leur propre compte. C'est jusqu'à ce jour une base de données privée, et depuis à peu près 6 ans une base de données des avant-contrats, toujours pour leur usage privé. C'est une base de données un peu conséquente. Elle comporte à peu près 12 millions de références au niveau national. Et elle est en passe d'être pour partie rendue publique par le biais d'un décret qui devrait être complété par 3 arrêtés. Donc ce serait finalement peut-être une première en France que de donner accès au plus grand nombre à une base de données unitaire et non pas sous forme agrégée statistique, pour connaître les valeurs des transactions immobilières. Voilà. Merci. Donc je passe de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, bonjour, mon nom est Christian Boivin. Je suis de la firme JLR Recherche Immobilière. Moi, je viens du Québec, j'ai un petit accent. Nous, ce qu'on fait, on collecte de la donnée, on crée de la donnée à partir de différentes bases de données publiques. Donc, on fait un amalgame de données. On a l'équivalent du fichier des notaires, on a l'équivalent du fichier Patrim, qui est le fichier de conservation des hypothèques, et on collecte de la donnée dans les municipalités. Et on revend cette information-là aux professionnels de l'immobilier et différents types de clients comme les organismes gouvernementaux, les banques et toutes sortes de monde. Donc, on a une clientèle très diversifiée qui font une utilisation de la donnée qui est complètement différente de un à l'autre. Donc, ça nous permet
de vraiment bien comprendre ce qu'est la donnée immobilière. Et Laurent, qui est un peu plus proche de Paris tout de même. Oui, juste de l'autre côté de la Manche. Bonsoir à tous, Laurent Lacatos. Donc, je suis associé chez l'ONRES à Londres et DataBien à Paris, qui est une base de données réservée aux professionnels de l'immobilier. Cette base de données, en fait, permet aux professionnels d'avoir un insight sur le marché, une précision pour se démarquer, justement, en tant que professionnel et apporter quelque chose d'autre que de l'intermédiation. Se rendre utile, incontournable et donc mériter une commission, des honoraires et avoir un apport en conseil. On existe depuis 2007 en France. On a plusieurs services dans notre base. D'une part, on a une base de fichiers d'échange un peu MLS, mais aussi depuis le départ, nous, une base de données de vente réalisées avec des plans, des photos, et ce qui permet aux propriétaires aux agents d'avoir vraiment une définition bien par bien et non plus par prix au mètre carré. Alors c'est énormément de données que l'on transforme, qu'on met sous forme de statistiques pour tous nos abonnés qui sont, vous, les professionnels de l'immobilier. Très bien. Donc moi, je m'appelle Margot Pelen. J'ai cofondé une start-up qui s'appelle Omengo, qui est exposée juste à côté. Et on s'est intéressé d'assez près à cette question de la donnée immobilière parce que ça utilise de l'open data. Donc c'est un des sujets sur lesquels on va revenir. Comme on est relativement en fin de journée, on va aborder 3 thèmes de manière assez claire. J'annonce le débat tout de suite. Le premier thème qu'on va aborder, ça va être sur la création de ces bases. Finalement, on s'est déjà rendu compte pendant ce premier tour de table qu'on ne parlait pas forcément de la même chose parce qu'on parlait parfois d'un prix qui allait évoluer selon le processus d'achat d'un bien immobilier. On parle parfois de caractéristiques, on parle parfois uniquement de prix. C'est un élément sur lequel on va revenir. La deuxième question qu'on va aborder, c'est celle de l'utilisation et de l'usage de cette donnée. Parce que vous en êtes peut-être aperçu, mais les 5 personnes autour de moi se concentrent sur la partie B2B pour ces données. Donc qu'en est-il quand on a des contacts justement avec le public et les personnes qui vont acheter les biens in fine? Et le troisième thème va être celle de la monétisation de ces données. L'open data qui est l'ouverture des données publiques, vient chambouler un petit peu ce qui se passe en France, mais aussi ce qui a pu se passer au Canada et ce qui se passe en Angleterre depuis un moment. Quel est l'impact sur cette économie de la donnée? Où est la valeur? Où est le coût? Et où est le prix? Et surtout, qui doit le payer? Et donc, on aura une conversation très intéressante, notamment avec les législations en cours. Donc, pour reprendre le premier thème, donc le thème de la création des bases, je vais tout d'abord demander à Antoine, parce que donc le métier que vous faites avec Ubiflow est d'aller proposer de la multidiffusion d'annonces. Donc, concrètement, comment est-ce que ça se passe pour arriver à avoir cette masse critique de données? Et comment est-ce que vous collectez, de manière très concrète, toutes ces informations et quelles informations sont visées? Alors, chez Ubiflow, c'est assez facile. On est interconnecté avec l'ensemble des logiciels qui sont chez des agents immobiliers. Et donc, évidemment, avec leur autorisation, on va récupérer automatiquement toutes les données concernant en particulier les biens à vendre, quels qu'ils soient, et les retravailler pour les mettre à notre propre référentiel, qui est un référentiel donc, de publication d'annonces, donc dans un but très précis, qui est la publication d'annonces. Donc notre métier, c'est B2B2C. On va préparer pour être publié auprès des internautes. Et donc pour cela, on va enrichir la donnée, la géolocaliser, la faire rentrer dans les catégories de chaque portail et donc avoir un traitement ici on a une création de base de données à partir d'informations existantes. Voilà. Et l'autre manière de créer de la base de données, c'est de synchroniser et de réconcilier des données qui sont dans des multiples silos. Par exemple, on pourrait imaginer chez un professionnel immobilier avec une multiple activité, qui est la transaction, de la gestion du syndic, etc., de réconcilier les données qui sont doublonnées dans ces logiciels de transaction, syndic, gestion, etc., par l'adresse, par exemple, ou par le nom du propriétaire, pour savoir à la fois, pour un propriétaire donné, il est client dans telle et telle activité, ou à une adresse donnée, je suis intervenu sur les biens dans telle ou telle activité.
D'accord. Et à partir de quel moment est-ce qu'on peut parler réellement de big data et quel est l'impact de ces évolutions sur votre activité? Alors, big data, la définition traditionnellement admise, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ce qui dépasse la base de données. La base de données, c'est un conteneur dans lequel on met les données concernant une activité. La big data, c'est la définition du Gartner des 3 V, c'est le volume. On ne parle pas du tout des mêmes volumes. On parle, là, on va parler de... Quand on parle de 12 millions de biens, ou chez JLR, je ne sais pas exactement quels sont leurs volumes, mais on va parler de gigaoctets de données, ou de centaines de gigaoctets de données. En matière de big data, on va parler 1000 fois plus par jour. Donc à peu près 10 téraoctets de données créées chez Facebook par jour. Le deuxième V, c'est la vélocité, c'est-à-dire que ces données, elles arrivent en permanence au taux d'un clic, ça peut être par exemple un clic d'un utilisateur. Donc elles arrivent à toute vitesse, il faut les traiter à toute vitesse. Par exemple, Zynga, qui fait des logiciels de jeu sur Facebook, traite des téraoctets de données heure par heure pour savoir où leurs utilisateurs cliquent dans les jeux, pour pouvoir modifier quasiment en temps réel leurs jeux pour les amener là où ils veulent amener leurs joueurs. Et puis le troisième V, c'est la variété des données. Ça peut être des clics, ça peut être des statuts Facebook, ça peut être des recherches Google. Et toutes ces données ne sont pas toujours structurées. Et donc ça fait une masse d'informations à traiter avec des nouveaux outils et qui donnent des résultats parfois très curieux par rapport à la donnée initiale. Si vous allez voir, par exemple, je sors du sujet, mais bon, je trouve que c'est un exemple amusant, Google Flu, qui est la visualisation des épidémies de grippe dans le monde et qui est fait en temps réel sur la base des recherches Google concernant la grippe. D'accord. Est-ce que vous, ça fait en fait plus de 25 ans que vous travaillez dans la donnée? Nous, ça fait plus de 25 ans qu'on crée la donnée, puis on a vécu le passage du papier à l'électronique. Ça a facilité la tâche. Mais ce qu'il faut comprendre pour le data, c'est qu'il y a un coût à ça. On va en parler un petit peu plus loin, mais il y a un coût pour s'assurer de conserver une donnée de qualité. Quand notre clientèle, c'est les professionnels de l'immobilier, il faut avoir une donnée de qualité, il faut qu'ils soient capables. Donc, il y a l'assurance qualité sur la création de la donnée qu'on doit faire. Il y a le suivi, il faut que les données soient à jour. Une donnée qui n'est pas à jour, il n'y a pas vraiment de valeur. Si on prend une municipalité qui ne met pas à jour ces informations, ben, ça perd beaucoup de valeur. Donc, il faut s'assurer d'avoir une donnée qui est à jour. Et avec les outils qu'on a maintenant, ben, les gens, il faut qu'ils soient formés très rapidement. Fait, il faut toujours que la donnée elle soit disponible, elle soit là. Donc, ça ressemble pas mal à ça de notre côté. D'accord. Et c'est-à-dire, depuis 25 ans, je suppose que vous collectez de plus en plus de données par des moyens qui n'existaient pas avant? Oui, tout à fait, tout à fait. On a dû évoluer technologiquement, naturellement. Nous, on part des actes notariés. Ici, je sais que c'est pas disponible du côté français, mais on part des actes notariés. Donc, un acte notarié, les notaires rédigent pas toujours de la même façon. Il a fallu créer des modèles intelligents de lecture et on continue à avoir une équipe de saisie de données chez nous. On fait pas faire ça aux Philippines. Donc, on a une équipe de saisie de données qui développe une expertise, parce que lire un acte notarié, c'est pas tout le temps simple. Donc, en gros, c'est ça. Puis, en passant du côté électronique, c'est ça. Il faut tout le temps suivre aussi qu'il faut comprendre que la donnée, elle a des coûts qui changent, qui évoluent. Parfois, il peut y avoir des passages, je ne sais pas si vous allez le vivre ici, mais nous, on a vu nos coûts augmenter de 10 fois lors de l'informatisation. Donc, ce qui nous coûtait 10 sous, nous coûtait $1 le lendemain. Il faut que tu t'ajustes. Il faut que... on en parle avec nos clients, on dit « désolé, là, les coûts de la donnée ont augmenté ». Puis quand on parle d'open data, ben, c'est là qu'il faut faire attention. La donnée ouverte, oui, mais il y a un coût. Puis si on veut continuer d'avoir une donnée de qualité qui est utile pour tout le monde, il faut la payer. Ça ne sera pas une donnée ouverte et gratuite. C'est une donnée ouverte, oui, accessible, mais il faut comprendre qu'il y a un coût à cette donnée-là, puis il faut s'assurer... ça fait partie de la game. D'accord. Et Laurent, une question là-dessus, parce qu'on parle de plus en plus de données, mais vous, votre métier, c'est aussi de venir la valoriser. Comment est-ce qu'on arrive à faire les deux? Comment valoriser cette donnée? On peut récupérer toutes les données d'un marché. Notre modèle est basé sur le modèle Bloomberg. En fait, on enregistre toutes les données à Londres de toutes les transactions qui ont existé, qui ont été faites par des professionnels de l'IE depuis 1974. On s'est aperçu qu'en mettant ça dans un serveur
avec un logiciel pratique, on peut ressortir très facilement des données qui sont utiles et que finalement le prix au mètre carré et l'évaluation et les méthodes d'avis de valeur qui sont classiques sont complètement dépassés. Le prix au mètre carré ne veut plus rien dire du tout, qu'on peut avoir dans 2 maisons, 2 appartements l'un à côté de l'autre, des variations énormes. Et en faisant des recherches, chaque négociateur a une petite casquette d'économiste, va faire sa propre analyse comme un trader en bourse et va pouvoir avoir une sorte de sentiment beaucoup plus précis et beaucoup plus et qui va l'aider à mettre en place une stratégie ou quelque chose pour vendre au mieux le bien. Donc c'est un outil qui est complètement orienté vers le besoin du professionnel de l'immobilier. Et c'est notre connaissance de l'expertise, du besoin d'un agent immobilier qui nous a permis de mettre ces datas sous forme, valoriser ces datas pour qu'elles soient vendables sous forme d'abonnement. D'accord, très bien. Au niveau après de l'utilisation de ces données, une fois que ces bases sont constituées, on peut aussi voir d'un point de vue plus précis ce qui se passe au niveau des agents immobiliers. Et par exemple, comment ça se passe au niveau de l'AMEPI? Parce que vous avez de mémoire 3000 adhérents qui viennent contribuer à cette base. À quoi sert cette base pour ces professionnels? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à l'ouvrir un jour au public ou surtout pas? C'est toute la question et l'enjeu de l'arrivée de ces bases de données qui d'ailleurs, je le précise, si on se pose la question aujourd'hui, c'est l'arrivée d'Internet, tout ça. Hein. C'est Internet qui fait qu'aujourd'hui on se pose ces questions-là. Alors si vous voulez, nous, le fichier AMEPI, on est un outil, mais évidemment nos adhérents sont des agents immobiliers, donc on échange avec eux et autour de l'outil et autour de l'avenir de la profession et des éventuelles évolutions de cet outil ou d'autres. Alors le fichier AMEPI, en lui-même, les mandats exclusifs que partagent, je dirais, au sein d'un fichier les agents immobiliers, c'est une base de données classique, c'est des biens à vendre hein, qu'on peut avoir un peu partout. Là où ça devient intéressant, c'est la base des données des biens vendus, où là c'est une information très précieuse. Précieuse, pourquoi? Précieuse quand on a besoin, vous le savez, d'estimer un bien, ou quand un client nous demande d'estimer son bien, d'avoir en référence les biens similaires récemment vendus, c'est très précieux et c'est une forte valeur ajoutée. Alors, nous, la question qu'on se pose aujourd'hui et que nos adhérents se posent, c'est que l'arrivée de ces bases de données, il est, selon nous, impératif que les agents immobiliers soient acteurs de l'arrivée de ces bases et de la diffusion de ces bases, parce que sinon, ça peut être ennuyeux. C'est-à-dire que si aujourd'hui, l'agent immobilier, dans le processus de l'évaluation, est quand même important, c'est un professionnel qui connaît son marché. On disait tout à l'heure que le prix au mètre carré ne veut plus dire grand-chose. Il faut connaître son marché, il faut connaître ses immeubles, il faut connaître son secteur. Il est évident que ouvrir ces bases de données au grand public, ça n'aurait pas forcément du sens, parce qu'il leur manquerait un certain nombre d'expertises pour pouvoir les utiliser de manière fiable. Donc oui, on pense qu'il faut, selon nous, que ces bases de données soient à disposition des professionnels qui vont pouvoir les interpréter et qui vont pouvoir les utiliser à bon escient dans l'intérêt, au final, évidemment, de leurs clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs. Donc on est, nous, partisans que ces bases de données soient pour l'utilisation des professionnels. Et donc le fichier AMEPI, lorsqu'il a été décidé de créer la base des biens vendus, c'est une base qui est exclusivement ouverte aux agents immobiliers adhérents au fichier AMEPI. Elle est ouverte à personne d'autre et certainement pas aux particuliers, puisque le fichier AMEPI ne fait pas on n'est pas agent immobilier, on est un outil. Donc cette base reste à disposition des professionnels et elle le restera. Christine, comment est-ce que cette base s'articule avec la base que vous avez aujourd'hui et avec les évolutions vers lesquelles vous allez? Alors, déjà en préalable, je voulais juste revenir sur ce qui a été dit. Il y a une vraie différence entre la gestion de flux de données et la création de bases de données. C'est vraiment extrêmement différent. L'activité du Biflo, c'est de la gestion de flux, mais il n'y a pas de création. Et je rejoins tout à fait le Québec libre pour rappeler que la création de données coûte extrêmement cher. Donc aujourd'hui, les notaires avaient imaginé leur base de données effectivement pour l'évaluation des biens, pour avoir des références, parce qu'en France, l'évaluation, la seule méthode qui est reconnue par les tribunaux, c'est la comparaison, et il faut donc avoir des éléments de comparaison.
Cette base va être partiellement publique et l'objectif, je dirais, du législateur, c'est d'assurer la transparence des marchés. C'est une grande première en France, hein, où aujourd'hui tout le monde suppute sur la valeur potentielle d'un bien, mais personne ne la connaît. Et je dirais, le grand travail de l'expert immobilier, c'est d'approcher le plus près de la valeur et de se tromper le moins possible. Voilà, un bon expert, c'est celui qui se trompera le moins. Mais ce n'est pas un marché parfait. Et hors référence, point de salut. Donc le décret qui vient de paraître va imposer la restitution, déjà la collecte des données au Conseil supérieur du notariat, dans un premier temps évidemment. Aujourd'hui, 90% des offices participent volontairement à cette base de données. Demain, 100% devront participer, même sous la contrainte, à la création de cette base de données. Et le législateur en impose la restitution sous la forme de 3 services. Un premier service de données statistiques à la commune, donc un prix mètre carré, hein, un prix médian, pas un prix mètre carré, un prix médian, à la commune, par type de bien, pour le logement, appartement, maison. Et puis 2 services un peu différents. D'une part, la production de listes de référence autour d'une adresse donnée. Donc là, effectivement, c'est l'état du marché. Qu'est-ce qui s'est vendu autour de cette adresse pour tous les types de biens. Et ensuite, un service de croisement de données statistiques pour avoir finalement une vue un peu plus marché, un peu plus macro. Donc en 2010 à Versailles, quelle était la structure du parc? Donc 32% de studios, 48% de pièces, etc. Voilà. Donc avec des croisements à la volée en ligne. La mise en ligne de ces informations, je pense, va effectivement changer la donne sur l'appréhension des marchés, parce que on imagine bien qu'un particulier voyant des annonces pourra assez facilement aller voir les transactions précédentes pour vérifier ce qui s'est produit, si le prix proposé est dans la fourchette du marché, si les transactions précédentes, enfin pour quelles caractéristiques les transactions précédentes se rapprochent de ce prix-là, etc. Donc ce sera, ce que je disais, je pense une première, parce que jusqu'à présent, toutes ces bases de données étaient réservées aux professionnels, qui étaient les seuls à y trouver un intérêt, hein, très honnêtement, essentiellement des collectivités publiques pour ce qui est du notariat, qui distillaient ces données jusqu'à présent avec assez de parcimonie. Et donc voilà, je pense qu'effectivement la donne peut être changée. Il n'y aura rien de nouveau avant mi-2014, mais soyez attentifs. Et du coup, d'un point de vue très concret, moi, par exemple, en tant qu'acheteuse future d'un appartement, qu'est-ce que je pourrais voir précisément, avec quel niveau de granularité, donc quel niveau de précision, et qu'est-ce que ça va changer, enfin, qu'est-ce que cette big data ouverte vous pourrez avoir deux choses. D'une part, le prix médian sur la commune. À partir du moment où sur la commune il y a eu au moins 20 mutations, ce qui va permettre de réaliser que le marché français est un marché extrêmement concentré. C'est-à-dire que sur les 36 000 communes, seulement moins de 5% enregistrent plus de 20 mutations par an. C'est presque ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, comme certains sites le font aujourd'hui, de donner des prix sur toute la France. C'est pas vrai. Ou en tout cas, ce ne sont pas des prix de vente réalisés. Ce sont des prix, ce ne sont que des données statistiques. Donc on voit que là où on peut donner de la donnée, c'est sur des zones extrêmement faibles. Donc on pourra quand même avoir sur les communes les plus dynamiques donc des prix médians, et on pourra avoir à partir d'une adresse donnée et d'un petit descriptif. Donc je cherche autour du 12 rue de la République, et dans les 200 mètres, on va me donner la liste des mutations qui viennent de se passer. Donc sur une période donnée, à partir du moment où il y en a 20, parce qu'en France, on a une contrainte forte qui est à la fois une protection forte qui s'appelle la CNIL, et qui nous interdit, le décret par exemple, nous interdit de permettre l'identification directe ou indirecte des propriétaires. Ce qui fait qu'on ne peut pas donner d'adresse, évidemment, donc on devra donner seulement quelques éléments et essayer de garantir l'anonymat pour éviter que parmi les 20 références, on ait celle avec 18 pièces et puis 46 étages, où voilà, on voit tout de suite que c'est le château du coin ou quelque chose qui soit extrêmement significatif. Voilà, donc vous pourrez avoir un prix médian et une liste de références. D'accord. Donc c'est vrai qu'on voit que la CNIL a un impact particulier en France, avec ce que vous venez de décrire qui s'appelle de mémoire l'effet mosaïque. Tout à fait. Qui fait qu'on arrive à croiser les données, à identifier des personnes. Comment ça se passe au Canada du coup et en Angleterre? Parce qu'on sait que c'est pas du tout la même culture de la donnée, il y a quelque chose qui est très différent là-dessus. Non, effectivement, puis moi ça me surprend que j'entends pas d'adresse. Nous c'est la base, l'adresse. Pas d'adresse, on fait pas grand-chose. Hein, puis, mais non, je sais que vous faites quelque chose quand même. Mais non, mais on ne la donne pas. Oui, c'est ça. Vous l'avez, mais vous ne la donnez pas. Exact, c'est ça. Pour nous, c'est important. Puis,
d'un point de vue, là, on parle beaucoup aujourd'hui des vendus, mais nous, c'est intéressant parce qu'il y a toutes sortes de transactions qu'on peut relier à un bien immobilier. On n'a pas la même loi au niveau de la confidentialité, donc on peut identifier les propriétaires, mais on a des indicateurs de risque aussi par secteur. Si on prend la crise de 2008 aux États-Unis, tout le monde aurait aimé ça la prévoir un petit peu plus d'avance. Puis, avec des indicateurs, à savoir les mauvaises créances, les gens qui sont dans le défaut de paiement de leur hypothèque, tous les problèmes reliés à un bien immobilier, quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, c'est toutes des choses qu'on voit, ça, chez nous, à partir de l'historique qu'on peut avoir sur un bien immobilier. Donc, pour nous, de voir qu'en France, c'est pas possible, ben là, il doit y avoir d'autres façons de trouver l'information. Mais non, il n'y a même pas d'autres façons. Mais pour nous, c'est vraiment différent. La donnée est beaucoup plus ouverte au Québec. Aux États-Unis également, la donnée est très ouverte. On a encore, nous, on peut fournir une copie de tous les actes notariés. Donc, on voit vraiment l'information dans l'acte notarié, tout ce qui est les détails, les inclusions, les exclusions. Aux États-Unis, la même chose, même si les actes notariés sont de qualité beaucoup moindre aux États-Unis, on peut quand même avoir le document signé par les deux parties qui ont fait la transaction. Donc, d'un point de vue, quand il vient le temps d'exploiter les données, plus on en a, plus on est capable d'en exploiter. Ça nous permet de sortir des marchés. Nous, on fait affaire naturellement avec les courtiers d'immeubles, mais on fait aussi affaire avec l'entreprise privée quand c'est pour des raisons de marketing, d'évaluation des risques au niveau des banques. Les organismes gouvernementaux, ils utilisent à toutes sortes de choses aussi. La statistique, naturellement, on parle d'indices, indices de prix, être capable de voir est-ce qu'on est une pente descendante, où on est plutôt dans un repli, puis ça reprend. Donc, être capable d'évaluer, être capable de prévoir le marché immobilier, ben pour nous, c'est normal au Québec, c'est facile, la donnée est là. Mais la donnée est là, il faut la corriger, il faut bien la traiter, là. C'est pas si facile. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible de le faire aux États-Unis également. Et c'est pas grave d'avoir le nom des personnes correspondantes? Non, c'est pas grave d'avoir le nom des personnes. Ben, c'est public, hein. Je veux dire, la publicité foncière, c'est vraiment l'esprit de la publicité foncière, c'est de dire j'ai un bien immobilier, c'est moi le propriétaire, pour pas se le faire prendre. Donc, pour nous, la publicité, ça le dit, c'est public, c'est de l'information qui est publique. On voit des choses, je ne sais pas si vous avez entendu parler, on a des petits problèmes de corruption présentement. Puis, en France, j'imagine qu'il n'y en a pas. Mais tu sais, d'un côté, avec l'immobilier, ben, l'immobilier, ça nous permet de voir exactement ce qui se passe. De savoir, c'est pas normal que quelqu'un est capable d'acheter plein de biens immobiliers, d'y revendre à des amis, c'est des choses. D'accord. Alors, en revanche, à Londres, enfin en Angleterre, au Royaume-Uni, on a exactement la même problématique. On est régi un peu par l'Europe, donc c'est très similaire. On a la Data Protection Act, qui est très similaire à ce que nous impose la CNIL en France. Et donc, on sépare la donnée brute des propriétaires et de la personne. C'est-à-dire, de toute façon, comme l'agent immobilier n'a pas vraiment besoin, on a besoin de l'adresse, pour nous l'adresse est très importante aussi, parce que c'est ce qui permet de référencer le bien uniquement et de lui rendre un caractère très particulier et unique et étudié cas par cas chaque bien. En revanche, l'évolution que l'on a vue dans le marché immobilier et qu'on attend en France et qu'on espère voir en France, c'est que l'Internet, comme l'a dit mon confrère, en fait a bouleversé complètement le métier de l'agent immobilier. Et que dans les années 2000, quand nous on a commencé à Londres, le métier d'intermédiation, à cause de l'Internet, était complètement obsolète, est devenu complètement obsolète. Donc tous ceux qui sont professionnels de l'agent immobilier aujourd'hui en France et qui font toujours que de l'intermédiation, n'ont pas vraiment sur la longueur. C'est comme le broker en bourse, c'est un métier qui a disparu, qui a été remplacé par des machines. C'est un passage d'ordre avec une toute petite commission et il n'y a pas d'évolution. En revanche, le métier de trader, chaque trader est complètement différent. Il y a des traders qui font fructifier des fonds mieux que d'autres. L'agent immobilier est un trader, il rend service, et donc il y a une polarité du marché, une bipolarisité du marché qui s'est créée à Londres depuis assez longtemps maintenant et qui a renversé par rapport au développement de l'Internet et qui a changé le métier et qui force finalement d'avoir un service qui défend l'intérêt d'une personne en particulier. Et pour défendre l'intérêt d'une personne en particulier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter quelque chose. Apporter quelque chose, comment? C'est très difficile. Il faut avoir des outils, des informations et des bases de données qui vous permettent justement de vendre au-dessus de la moyenne ou mettre en place une stratégie qui vous permet d'apporter quelque chose et d'en avoir une rémunération
qui soit honnête. Voilà. Donc, et du côté acquéreur, il y a la même chose. Donc, si vous voulez, la base de données pour nous est articulée entièrement sur un service. Ce service, il est compris, il est géré, et ces informations sont très difficiles à générer. Donc Ubiflow est quelque chose qui permet justement de générer ces flux d'informations, et après, comme nos amis canadiens, séparer toutes ces informations et les mettre dans une sorte de moulinette qui est utile et rapide et qui va en service. Très bien, merci pour ça. C'est vrai que là, on parle énormément d'outils, de matières premières à valoriser et de jeux de données à croiser. Antoine, avec Ubiflow et avec Podbox, tu es vraiment à la croisée des deux. Quels sont les parallèles entre ces deux activités et comment est-ce qu'on arrive justement à valoriser ces données et à en faire vraiment un service pour des personnes ? Alors, si on prend l'exemple, je pense qu'on peut partir sur l'exemple du marketing. C'est-à-dire que tous les professionnels qui sont ici ont besoin de clients, donc on va aller chercher leurs clients. Ils viennent tous pratiquement maintenant aujourd'hui par Internet, Internet, mail, téléphone, etc. Donc ça fait déjà un certain nombre de flux d'informations entrantes. Donc première chose, c'est la collecte, la collecte et création de la base de données, identification des personnes, dédoublonnage. On va dédoublonner en fait les outils qui sont entre les prospects ou les clients qui sont déjà dans les bases de données des professionnels, entre ceux qui arrivent, pour savoir soit s'ils sont des nouveaux clients, ce sont des clients qui ont déjà été traités mais qui se renseignent sur un nouveau bien. Donc toutes ces informations, elles vont être collectées puis exploitées commercialement. Ou par des processus de marketing plus ou moins automatisés, SMS, emailing, téléphoning, etc., avec des cycles de traitement, d'exploitation qui vont être différents en fonction des leads, des contacts, des clients et des différents statuts de ces différentes de ces personnes à différents moments. Voilà, donc ça c'est vraiment sur cet exemple marketing commercial, on le rencontre absolument aujourd'hui partout dans le monde entier, et ce sont des technologies et des outils qui sont vraiment très très liés à la collecte, traitement, exploitation des bases de données. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes arrivé justement à aller sur le produit Podbox ? Parce que c'était plutôt l'essence de ce que vous aviez pu faire avec Ubiflow dans l'autre sens. C'est vraiment technologique. C'est-à-dire que la technologie qu'on a développée pour Ubiflow, la gestion des données dans tous les sens, on la gère au niveau le plus fin. Pod, ça veut dire piece of data. On gère un numéro de téléphone, un email, un numéro de mobile. Et on va réussir donc à synchroniser des données qui viennent de plein de logiciels différents en temps réel, de manière bidirectionnelle, grâce à cette technologie. Donc c'est vraiment la technologie qui nous a fait rendre un service qui aujourd'hui se développe beaucoup par le fait de l'explosion de la donnée. Alors là, non pas en nombre, mais en nombre de silos, en nombre d'applications, puisque nous utilisons de plus en plus d'applications différentes. Nous avons tous notre iPhone, notre PC, nos réseaux sociaux, donc ne serait-ce que sur nos contacts, les CRM, les outils pour envoyer des mailings, etc. Donc on a déjà une dizaine d'applications à titre personnel. Dans une entreprise, il y a des dizaines d'applications, et donc là on a l'effet inverse, c'est-à-dire que la multiplication des données appauvrit la donnée, puisqu'en fait les données sur par exemple une personne, c'est souvent des données de contact, vont être réparties entre plein d'applications et souvent doublonnées et donc de faible qualité. Vous êtes à la fois sur une conquête du plus gros avec Ubiflow et du plus petit avec Podbox. Si vous voulez. Très bien, donc on a parlé un peu de cette constitution de base de données, de comment est-ce qu'on pouvait arriver à les valoriser. Maintenant, il y a aussi la question de la monétisation. Donc Christine, vous parliez tout à l'heure du fait que le modèle économique des notaires allait un petit peu changer. Comment est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous avez certaines appréhensions par rapport à ce changement ? Est-ce que vous voyez, on parlait tout à l'heure beaucoup du Canada, que vous voyez un petit peu comme, vous disiez, un modèle depuis 92 ? Peut-être que je force un petit peu le trait. Pas du tout, non. Très bien. Non, bien sûr que ce qui se fait avec les notaires canadiens
fait rêver les équipes opérationnelles qui travaillent avec les notaires français. Mais aujourd'hui, ça n'est juste pas possible en France que d'avoir un fichier du parc des immeubles. Aujourd'hui, on n'a que les transactions, que d'avoir un fichier avec les données du cadastre. Ça ne se vend pas. Voilà, donc on peut aujourd'hui utiliser les fichiers IGN, les API IGN, voilà, pour positionner des biens sur le cadastre, mais c'est tout, c'est de la licence. Oui, aujourd'hui, le modèle économique qui est en place est très simple. Hein, les notaires payent pour accéder à leurs données et du coup, voilà, ça génère, je dirais, suffisamment de chiffres pour investir et pérenniser une base de données depuis 20 ans. Le modèle va changer. Et on a un périmètre décret et un périmètre hors décret, donc on sait ce qu'on devra restituer de façon obligatoire. On ne sait pas ce qu'on choisira de proposer de façon libre. Voilà, donc le périmètre hors décret, c'est tout ce qui n'est pas imposé aujourd'hui par le décret, donc les 3 services dont je parlais. Donc on va garder nos clients historiques, les collectivités, les bureaux d'études, les banques, qui nous achètent voilà, des connaissances des marchés ou de quoi actualiser leur crédit hypothécaire, etc. On envisage, sur le modèle québécois, toujours, d'ouvrir des outils pratiques de type API Widget pour proposer des accès toujours limités et ciblés, c'est-à-dire que chaque profession a ses besoins, chaque professionnel a ses besoins, et donc ciblés pour répondre, voilà, d'une part aux besoins d'acteurs publics, qui sont très simples, dans le cadre de la délégation à la pierre et des observatoires fonciers ou habitats locaux, et peut-être des marchés du privé, je dirais si le Conseil supérieur donne son aval, pour que, à minima, la donnée notaire puisse être utilisée. Je m'explique. Le problème aujourd'hui, c'est que des modèles de données sont bâtis sur très peu de données. Par exemple, nous collectons en moyenne 700 000 mutations par an et l'INSEE n'a labellisé les indices notaires de France que parce que ce volume était présent. Donc pour eux, un indice n'est pas labellisable à moins de 600 000 ou 500 000 mutations. Et donc, on souhaiterait que les modèles de données de demain puissent être construits sur la base des informations fiables et exhaustives que proposent les notaires. Voilà. Donc, être à la source de la donnée, oui. La diffuser pour qu'elle soit ensuite, je dirais, rediffusée, non. D'abord, le décret l'interdit. Et voilà, ce ne serait pas, je dirais, accepté. Et comment est-ce qu'on convertit justement cet accès aux données en service public 2.0 ? Ça, c'est compliqué. On a un cadre législatif, donc aujourd'hui, on va s'y plier. Le cadre législatif propose un service gratuit de service payant. Donc ce sera contraint, et le cadre, je dirais, du service et le cadre du tarif. Donc la contrainte légale existera. Il va falloir réfléchir sur je dirais, la proposition de gamme de services au-delà de ce socle imposé. Donc là, ce sera l'exercice de style, et il va falloir qu'on décline une gamme, justement, qui permette, je dirais, à chaque professionnel qui le souhaite d'acquérir les données sur une commune, ou sur un type de bien, ou sur une période, sous la forme de licences qu'on pourrait proposer en ligne. Voilà. D'accord, bien. Moi, peut-être pour faire suite à ce que vient de dire Christine, c'est exactement le modèle qu'on fait. Nous, c'est une licence d'utilisation des données. C'est exactement la question que j'allais poser. Ah bon, c'est bon, je suis allé en avant. Mais en gros, c'est ce qu'on fait, puis il faut faire attention, parce que bon, la donnée, il ne faut pas trop la diluer pour pas qu'elle devienne à perdre la qualité. Puis bon, les gens font n'importe quoi avec ça, puis elle va perdre de la valeur et de la qualité. Nous, ce qu'on fait, c'est exactement basé sur un modèle de licence d'utilisation en fonction des besoins du client. Donc, on va avoir une compagnie gazière, par exemple, qui a besoin de faire de la prospection parce que, bon, ils ont le tuyau existant, ils ont des clients, mais ils ne connaissent pas le non-client. Donc, avec des données de qualité où on sait qui a acheté, donc on a les informations, on est capable de savoir qui se trouve sur le tuyau de gaz puis qui n'est pas client, bon, on peut les contacter. Ça, c'est un exemple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le travail avec eux, on les accompagne parce que, c'est pas si je prends l'exemple de la compagnie gazière, c'est pas des spécialistes dans les adresses et ils ont des clients, oui, ils sont capables d'envoyer des factures, mais c'est pas des spécialistes des adresses, donc on les accompagne dans le travail et on leur fournit la licence d'utilisation qui leur permet d'utiliser les données pour ça. D'autres types d'entreprises, ça va être un besoin particulier en assurance, par exemple. Si on fait de la souscription d'assurance, on a besoin aussi de données immobilières, parce qu'il faut savoir le bien qu'on assure, c'est quoi, est-ce que la personne a vraiment payé le prix qu'elle dit qu'elle a payé. Donc, encore là, on licence nos outils. Puis,
Je pense qu'il y a différents modes. Il y a différents modes de diffusion de la donnée. Il y a naturellement les sites transactionnels. Encore là, on met des barrières pour une donnée comme la donnée qui provient de chez les notaires et la note qui provient également, en gros, des notaires. On met des barrières à l'entrée, donc c'est des sites transactionnels. On évite les robots qui viennent tout scraper l'information, graber l'information sur les sites. Donc, il faut apprendre à bien protéger notre donnée. Et avec des contrats béton aussi, quand on parle des licences d'utilisation. Et d'ailleurs, c'est peut-être la différence entre base de données et big data. Peut-être que dans le mode de consommation de la donnée, sur une base de données, on va acheter des bases, alors que sur la big data, on va peut-être acheter l'accès à un flux et accès à une licence. Oui, exact, c'est ça. Nous, on est plus dans le open data que le big data. Parce que, bon, en frais de volume, on gère 300 000 transactions par année au Québec. Bientôt, on va peut-être doubler parce qu'il y a un nouveau type de transaction qu'on va chercher, 600 000 transactions. C'est là que je vois que chez vous, ils passent pas tous dans le système parce que ici au Québec, on a 300 000 ventes, puis en France, il y en a 600 000, ça marche pas. Mais non, en gros, c'est ça. Nous, c'est vraiment c'est pas du big data parce que c'est pas des flux, c'est vraiment des bases de données. Acheter, des fois, ça peut être par service web, ça peut être des widgets, ça peut être des fichiers, parce qu'il y en a qui ont besoin de fichiers. Je pense aux organismes gouvernementaux qui font des croisements. Encore là, tout dépendamment de la loi, qu'est-ce que ça permet de faire. Mais pour faire des croisements, c'est sûr que ça nous prend les données de notre côté. Puis là, on va avoir nos actuaires qui vont venir faire les calculs là-dessus pour être capable de faire parler les données, là. En gros, ça ressemble à ça, notre modèle, mais c'est vraiment de la licence d'utilisation. Les personnes, ils louent l'information, ils louent le droit d'utiliser l'information. Parfait. Voilà. Nous sommes à quelques secondes de la fin de cette table ronde. Est-ce que vous avez un mot pour terminer ? Juste une toute petite chose sur l'open data. C'est vraiment lié au propriétaire de la donnée qui doit définir ce qu'il doit en faire. Nous, on n'est pas propriétaire des données qu'on manipule, ce sont nos clients professionnels de l'immobilier. Mais techniquement parlant, il n'y aurait pas aucun problème, par exemple, pour publier leurs données sur un OpenStreetMap ou toute autre application open data. C'est juste que pour l'instant, aucun professionnel ne nous l'a demandé. OpenStreetMap, qui est, je ne sais pas si tout le monde connaît, qui est du crowd mapping. Donc n'importe qui peut aider une consolidation de cartes, c'est un peu comme le Wikipédia, mais pour de contenu. On pourrait imaginer de mettre tous les biens d'un agent immobilier à vendre sur OpenStreetMap et sur les TomTom et autres GPS qui les récupèrent, par exemple. C'est pas l'ordre du jour. Laurent, un mot. Un dernier mot. Il faut construire un secteur d'activité. Je pense aujourd'hui pour que notre service d'agent immobilier soit un secteur qui soit solide. Donc il faut se rendre utile, incontournable et se construire des outils, des données qui nous sont réservées. C'est très important de les réserver aux professionnels seulement. Après, on a une complémentarité avec la base des notaires des données qui sont ouvertes au grand public, qui sont un peu moins précises, et puis celles qui sont réservées aux professionnels et qui sont beaucoup plus précises et qui permettent de faire des analyses et de vous permettre de continuer à faire le métier d'agent immobilier. Merci. Pierre Arnaud, vous ouvrez la base au public, c'est ça ? Oui, non, mais écoutez, moi je suis assez d'accord avec ce que dit mon confrère. On le dit tous les jours, c'est que pour un agent immobilier, il y a eu une première révolution dans les habitudes, c'est avec l'arrivée d'Internet, ce sont les acquéreurs. Aujourd'hui, on nous dit que 90% des acheteurs démarrent leur recherche sur le net, ça n'étonne plus personne. Donc les agents immobiliers mettent leurs annonces sur le net. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que, alors je ne vais pas être technique, mais jusqu'à maintenant, un agent immobilier récupérait son vendeur dans la rue d'à côté, par le biais d'un mailing, par le biais d'une prospection. Et ce qui risque de se passer avec ces open data, ces données ouvertes, ces nouveaux systèmes qui sont en train de se mettre en place, c'est que le vendeur, et c'est un client très important pour l'agent immobilier, le vendeur risque d'arriver demain par le canal Internet uniquement. Et là, ça change tout. Alors, on ne va pas le développer aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais ça change absolument tout. Donc, d'où l'intérêt pour les agents immobiliers d'avoir des bases de données solides, d'en être les utilisateurs et de les mettre à disposition de leurs clients. Si on laisse les clients avoir accès à des bases de données solides en open data, je pense qu'on a un peu de soucis à se faire. Ça, c'est un avis. C'est dangereux pour le métier. C'est un avis mais est-ce que c'est pas juste une énorme opportunité aussi ? Je pense qu'il faut arrêter de considérer l'open data comme une crainte à avoir. Il faut le considérer comme une réelle opportunité pour les agents qui peuvent eux-mêmes mieux savoir ce qu'il y a dans leur quartier, parce que c'est une expertise aussi locale à développer. On dit la même chose. Je dis simplement aux agents immobiliers que là, on est en train
on pourrait considérer qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre sur Internet, et que là, il faut qu'on soit conscient de ça, et c'est ce que je dis. L'open data, moi, je ne suis pas contre. Informer le grand public et les clients, la mise en place de Patrine, des choses comme ça, moi, personnellement, je trouve ça très bien, puisque un prix de vente, c'est pas suffisant pour se faire une opinion, mais l'enjeu des bases de données pour les agents immobiliers, la détention des bases de données, est, selon moi, dans les années à venir, capital. Voilà. D'accord. Voilà et c'est pour ça que j'ai voulu être là aujourd'hui, et je vous remercie de m'avoir invité. Merci d'avoir fait partie du panel. Avant de clore cette table ronde, nous allons prendre une ou deux questions du public. Je vais vous demander de vous lever, de vous présenter et d'exprimer clairement une question à une des personnes du panel, s'il vous plaît. Avec un micro, c'est ça. Oui, bonjour. Marie-Laure Gauvin, de l'agence Frédéric-Any à Paris. J'ai une question à Christine Ray-Duboisieux. Aujourd'hui, nos clients, un client qui veut acheter un bien, qui est vraiment en phase finale de l'acheter, bien souvent, va voir son notaire, lui demande de consulter la base bien pour avoir dans un périmètre de X mètres autour du bien les dernières transactions faites. Donc aujourd'hui, en fait, les acheteurs, par le biais de leur notaire, ont accès à cette information, uniquement dans le cas où ils sont vraiment très intéressés. Il y a certains vendeurs quand même qui ne veulent pas que la vente soit diffusée sur la base bien. Donc dans certains quartiers très privilégiés, on n'a absolument aucune donnée pour nous, agences. Et on se rend compte aujourd'hui que, moi, je dirais, 80% des banquiers qui financent des opérations immobilières ne passent plus par la base bien, mais par le site Meilleurs Agents, qui donne une information sur une adresse hyper précise, information bien souvent erronée, parce que je ne sais pas d'où ils sortent leurs informations. Et parallèlement, on voit aux États-Unis de la géolocalisation sur Internet hyper précise, donc sur la base d'adresses, où lorsqu'on clique autour d'un bien donné à vendre, on a toujours dans ce périmètre hyper géolocalisé les ventes réalisées dans une période de données. En fait, moi je pense que à ouvrir les données, c'est fantastique, puisque de toute façon, quand on a des informations, quand on en a beaucoup, l'agent immobilier, lui, son rôle va être de décrypter cette information pour son client, parce que bien souvent, on n'a pas... c'est difficile de comparer des appartements différents. Moi, ma question, c'est pourquoi ne pas donner les adresses, puisque lorsqu'on a autour d'un bien donné un certain nombre de biens vendus sans les adresses, il est très difficile pour nous, agents immobiliers, de dire, ben voilà, votre immeuble est quand même de meilleur standing que l'immeuble du 12 de la rue. Donc de pouvoir vraiment faire des comparaisons intéressantes. Si on n'a pas l'adresse, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Alors je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que le décret aujourd'hui impose l'anonymisation des propriétaires. Oui, mais aujourd'hui, lorsque un client demande à son notaire... Oui, mais aujourd'hui, c'est une base de données privée. Oui. Donc le notaire accède à un outil professionnel, ce qu'on pourrait trouver dans une entreprise, je dirais, privée. Et effectivement, cette base-là permet de rendre ce service. Le service qui sera public demain sera bridé et permettra à partir d'une adresse de donner des mutations autour, mais sans les géolocaliser. Voilà. Ce sera sous forme de liste et non pas sous forme de carte mapping avec des POI. Voilà. Un dernier petit mot pour répondre à la question. Je pense que c'est tout à fait honnête de la part d'un acquéreur d'essayer de négocier le bien et donc de se renseigner. C'est à l'agent d'avoir sa base de données précise pour contrecarrer et dire que oui, mais justement, les biens que j'ai moi dans ma base ne sont pas du tout exactement les mêmes et on peut après défendre l'intérêt de son propriétaire. C'est là le danger d'avoir des bases qui sont ouvertes pour tout le monde, parce que c'est... Il faudrait qu'elles soient vraiment ouvertes. Merci beaucoup. On va juste terminer avec, en 1 minute 30, un exemple de base de données immobilière réellement utilisée aujourd'hui, si Eduardo veut bien s'approcher et prendre ce micro-là. Bonsoir, je m'appelle Édouard Dolarin, je suis le fondateur de Quel Quartier. Quel Quartier vous apporte du contenu sur le quartier
et sur la ville, à la fois pour enrichir vos annonces, c'est-à-dire on ne va pas parler que du bien, on va parler de l'environnement immédiat, et pour attirer plus de clients, en vous aidant à devenir référent du quartier. Nous, on a mis 3 ans, de 2007 à 2010, à découper toutes les villes en quartiers. On allait voir les acteurs locaux pour avoir des quartiers qui font du sens au niveau local. On a plugué 400 sources d'administration publique. Donc bien entendu, il y a l'INSEE que tout le monde connaît, c'est public, c'est gratuit. Mais également, il y a énormément de ministères, il y a toutes les administrations publiques, évidemment, on a parlé des données payantes, on distribue également de nombreuses données payantes. Les usages, c'est surtout pour, on voit ce qui se passe aux États-Unis, il y a des choses qui deviennent des standards de marché, il y a les points d'intérêt, mettre quelles sont les boulangeries, boucheries à côté d'un immobilier. Ce qui est important là-dessus, c'est, quand on parle par exemple de crèche, c'est vraiment mettre qu'est-ce qui est pertinent pour la personne. Donc c'est l'accueil de la petite enfance, il n'y a pas que les crèches, il y a les haltes-garderies, il y a les assistantes maternelles, vraiment qu'est-ce qui est important. Le deuxième point, c'est mettre du relief. C'est bien de dire qu'il y a 10 collèges à côté, mais il faut dire lesquels sont bons. On tombe souvent sur 9 très mauvais collèges, donc c'est important de dire quel est le meilleur collège. Enfin, vraiment montrer, vous aider à être référent du quartier, de la ville sur le secteur où vous êtes. Donc vraiment vous aider à faire un portrait de quartier, un portrait de ville, à la fois sur du texte, des photos, les activités du quartier, ce qui va vous permettre de parler au mieux de votre secteur. On agrège beaucoup de données, des données assez rigolotes comme la sécurité, voilà, sur les communes. Donc, ça on ne dit pas de l'afficher, mais on peut vous dire le cambriolage. On peut vraiment avoir n'importe quel type de données aujourd'hui en France, qu'elles soient open ou fermées. La seule chose, ça dépendra du prix, de la qualité. Voilà. Et tout ça, vous pouvez le voir sur son centre. Alors, je voulais remercier particulièrement Margot et tous les intervenants, ceux qui sont venus de l'Ouest, de la Bretagne, de l'Angleterre ou du très grand Ouest du Québec. Applaudissez-les, s'il vous plaît.